Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc au menu aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le jeu de couleurs. On avait commencé une vidéo-série sur ce thème avec l'exploitation tactique du tandem dame-cavalier contre dame-fou. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'exploitation d'un avantage positionnel lié à la structure de pion et éventuellement aux mauvaises pièces qui peuvent découler de cette structure. Donc Laurent, tu nous as déniché un premier exemple. Oui, Est-ce que alors tu peux nous en dire plus un exemple qui n'est pas vraiment caché puisque c'est une partie du champion du monde Magnus Carlsen, joué il y a quelques mois, on va dire, au Norway Chess Club contre Ariane Tari en octobre 2020. Et donc dans cette position, le trait est au noir et le joueur donc qui faisait face à Carlsen a décidé de jouer le coup fou B5 qui, comme on va le voir, est une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir dans cette position ? Peut-être que certains, comme ça au premier coup d'œil, vont se dire que c'est une position égale avec finalement pas grand-chose à dire, mais ce serait oublier le critère très important de la structure de pion. C'est vrai qu'au niveau des rois, il n'y a pas grand-chose à dire. Les pièces ont l'air développées correctement des deux côtés, mais c'est au niveau de la structure qu'il y a une grosse différence qui peut se faire. On voit que les noirs ont placé la plupart de leurs pions sur des cases noires, ce qui signifie que d'une part, leur fou en E7 est plutôt mauvais, et d'autre part, il existe des cases assez faibles, on va parler de D5 et d'F5, et juste avec cette histoire de structure de pion, eh bien, on va pouvoir faire la différence. Enfin, nous, on va pas pouvoir faire la différence, mais Magnus Carlsen va pouvoir la faire. Donc, ici, que faire ? On doit se dire, puisque mon avantage peut reposer sur cette faiblesse des cases blanches chez l'adversaire et sur le fait qu'il ait un mauvais fou, et on va essayer de souligner cet état de fait en ne laissant sur l'échiquier que les critères les plus importants et que les pièces les plus importantes pour exploiter ces critères-là. Donc, on sait que le tandem dame et cavalier peut être particulièrement puissant dans ce genre de situation face à un tandem dame et fou avec le mauvais fou. Et d'autre part, pour exploiter une case forte comme la case D5, on a besoin d'un cavalier. Donc ça, c'est assez important, Romu, de se dire que lorsqu'on a identifié la faiblesse de notre adversaire ou lorsqu'on a identifié la nature de notre avantage, on doit chercher avec quelle pièce idéale on pourrait essayer de l'exploiter. Voilà, tout à fait. Donc, comme tu l'as bien dit, la case D5 est relativement affaiblie, les cases blanches en général, et le fou E7 est mauvais. Donc, le rêve des blancs est de rester avec un cavalier contre le mauvais fou adverse. Ça serait le rapport matériel le plus avantageux pour les blancs. Mm-hmm. Donc, une fois que l'on a dit ça, il est assez simple de trouver la suite jouée par le champion du monde. Mm-hmm. Il suffit d'échanger les pièces qui sont à côté pour se retrouver avec le tandem favorable. Donc, sans grande surprise, Carlsen a joué fou prend B5, tour prend B5, et donc il procède au deuxième échange de la deuxième pièce qui est susceptible de contrer la case D5, à savoir le cavalier par fou prend F6. Ouais. Donc après, fou prend, et là on obtient donc la position de rêve, en tout cas le rapport matériel espéré, puisque le dame cavalier contre le dame mauvais fou avec donc la case D5 qui tend les bras au cavalier et les cases blanches qui vont devoir être exploitées par le champion du monde. Tout à fait. Donc maintenant, l'avantage, on va dire, est entre guillemets assuré. Il ne reste plus qu'à l'exploiter. Alors évidemment, c'est la partie peut-être la plus difficile, mais pour ce faire, ici, il faut surtout pas se presser parce que c'est un avantage au long cours. C'est un avantage que certains pourraient appeler statique, c'est-à-dire que il ne peut pas disparaître dans les tout prochains coups. Donc là, ne nous pressons pas, ne cherchons pas à tactifier, à gagner en quelques coups la partie. On va améliorer petit à petit la position de nos pièces et on va surtout veiller à éviter tout contre-jeu de la part de l'adversaire. Voilà. L'idée, c'est qu'il soit pieds et poings liés et qu'on soit les seuls à travailler notre position, on va dire. Donc la première étape de cette amélioration de la position, ça va être de prouver que notre cavalier est plus fort que le fou. Ouais, tout à fait. Donc il suffit.
il faut en tout cas manœuvrer avec le cavalier pour le diriger vers une case un peu plus intéressante pour exploiter l'affaiblissement des cases blanches. Donc là, le cavalier en F3 fait pas grand-chose. Donc sans surprise, Carlsen a joué cavalier D2 pour le ramener sur C4 et plus tard éventuellement sur E3 et D5. Là, Tari a joué Dame C6, Dame A4. Donc encore un coup qui souligne la faiblesse des cases blanches, en tout cas qui vise à les contrôler, qui cloue un peu la tour B5. Donc en même temps, il paralyse un peu les pièces noires, ce qui est jamais. Ça évite le coup tour A8 aussi, par exemple. Oui, voilà. Voilà. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il veille à prévenir le contre-jeu de l'adversaire. Donc Tari a joué tour FB8. Il essaye de s'activer un tout petit peu. Cavalier C4. C4, c'est logique. Fou E7. Fou E7. Et là, un coup instructif de la part de Carlsen. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il ne faut pas se presser ici. Il faut consolider l'avantage, il faut manœuvrer tout en prévenant le contre-jeu de l'adversaire. Et dans ce type de position, quand on ne sait pas vraiment comment progresser, il suffit juste d'améliorer un peu la position d'une de nos pièces. C'est déjà suffisant pour améliorer la position en entier. Et en jouant G3, il évite tous les problèmes sur la première rangée, puisque la case G2 devient disponible pour le roi. Et en même temps, une idée supplémentaire, il pourra peut-être plus tard prendre un peu d'espace sur l'aile roi avec le coup H4 pour limiter le fou E7 qui sera privé de la case G5 et 2 peut-être essayer de transférer les pièces lourdes et le cavalier vers cette aile en montant le pion jusqu'à en H5 et essayer de créer du jeu sur cette aile. Oui, tout à fait. Donc très important, comme on va le voir, lorsqu'on a un cavalier dominateur par rapport à un fou, et notamment lorsque ce cavalier peut s'installer au centre. Alors là, il est en C4, il n'a pas fini son périple vers D5, mais lorsqu'un cavalier comme ça domine un très mauvais fou, on va dire, il faut avoir à l'esprit, il faut avoir conscience que ce cavalier va avoir l'influence des deux côtés. Donc là, on a plutôt l'impression qu'il travaille sur l'aile dame, mais on sait que lorsqu'il sera sur D5, il aura aussi de l'influence sur l'aile roi, et donc ça va être l'idée des blancs, de pouvoir travailler des deux côtés. D'accord ? Oui. Donc ici G3, les noirs ont joué Dame C8, les blancs ont rabattu leur dame sur l'aile roi justement, ils viennent travailler de ce côté-là. On va pas analyser, comme d'habitude, on n'analyse pas tous les coups en détail, mais on essaie de comprendre quelle a été la stratégie et la réalisation technique du champion du monde. Donc ici, G6, là-bas, ça nous gênera moins. Ici le coup G6, roi G2. Alors c'est exactement ce que tu as expliqué, on améliore un petit peu le roi. Par exemple, il n'y aura plus d'échecs intermédiaires sur la première, ou ce genre de choses. Et en plus, on se donne l'accès à la case H1 pour l'une ou l'autre des tours dans le futur. Il empêche aussi Dame H3, peut-être. Et à l'occasion, il évite le contre-jeu. Bon, les noirs continuent d'être spectateurs, on va dire, d'admirer le jeu du champion du monde. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Dame F3, la dame commence à arriver sur l'aile roi. En tout cas, c'est la première pièce qu'on voit arriver sur l'aile roi. Tour B3 attaque le pion, tour EC1 le défend. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Et maintenant, Dame E6, sur quoi on va chercher à améliorer une nouvelle pièce. Et ça s'est fait sous la forme de la tour qui arrive sur la 7e rangée. Donc les premières pressions commencent à apparaître. Le pion F7 se fait un petit peu chatouiller. On commence à pénétrer dans le camp adverse. On sent que méthodiquement et petit à petit, case par case, les blancs sont en train d'améliorer leur position. Et ce qu'il faut clairement avoir à l'esprit, c'est que le tandem dame et cavalier est parfait pour exploiter ce genre d'avantage. Vraiment parce que la pièce qui prouve que le fou F8 est si mauvais, c'est notre magnifique cavalier, qui a énormément de potentiel. Bon, et maintenant, un moment important, Romu, les noirs proposent cet échange de tours. Et c'est souvent une question un petit peu délicate à traiter pour nos élèves en général. Oui, complètement. Donc effectivement, c'est un moment critique puisque Tari propose l'échange de la tour active en A7. Donc tu l'as dit tout à l'heure, les blancs essaient de jouer un peu sur tout l'échiquier. Ils ont commencé à travailler sur l'aile dame. Ensuite, ils espèrent renverser le jeu sur l'aile roi afin de déséquilibrer la défense adverse. Donc quand on joue sur tout l'échiquier et qu'on a
plus de liberté de manœuvre, ce qui est le cas ici, puisque le cavalier notamment peut manœuvrer comme il le sent, alors que le fou est condamné à rester derrière ses pions. Il est souvent inspiré, on va dire, d'échanger une tour. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que comme on a une plus grande liberté de manœuvre avec nos pièces, la tour restante pourra facilement aller d'une aile à l'autre et se balader d'un côté à l'autre de l'échiquier assez rapidement, tandis que les noirs seront contraints de rester sur l'aile dame avec leur tour restante. Et de plus, on voit que les blancs espèrent investir la 7e ou la 8e rangée, en tout cas essayer d'entrer dans le camp noir avec une tour. Et on voit que le doublement des tours sur la colonne B permet aux noirs de lutter contre cette invasion. Donc en échangeant la tour en B7, ce qu'il a fait dans la partie, il a ensuite poursuivi donc, par tour A1, avec l'idée de prendre la colonne et de pouvoir rentrer notamment sur la case A8. Et on voit que la seule tour noire ne peut pas lutter contre l'invasion de la 7e et de la 8e rangée. Voilà, exactement. Donc le fait d'avoir supprimé une tour, ça a à la fois affaibli la défense et renforcé l'attaque. Un autre élément aussi, lorsqu'on échange comme ça une paire de tours, on évite le contre-jeu de l'adversaire, parce qu'il est plus facile de créer du contre-jeu avec 2 tours qu'avec une seule. Voilà. Si une seule tour noire arrive sur la 2e rangée, on va pouvoir le contenir beaucoup plus facilement que s'il y en avait 2. Donc, suite à cet échange, maintenant, Tari doit surveiller la 8e, surveiller la 7e, essayer d'activer ses pièces, et aussi jeter un coup d'œil à l'aile roi. Ça commence à faire beaucoup de choses, et voilà, ce pauvre garçon est un petit peu comme nous, il a du mal à faire le grand écart, donc ça va être difficile pour lui de défendre sur les deux côtés, comme on va le constater. Alors, encore une fois, vous pourrez peut-être analyser ça personnellement plus en détail. Nous, on veut pas analyser au coup par coup, on veut essayer de s'inspirer de la stratégie du champion du monde. Donc ici, Tari a joué H5, vous pourrez probablement vous interroger sur d'autres coups. Toujours est-il que suite à H5, les blancs entrent sur la 8e avec tour A8, bon, ça c'était au menu. Roi G7 et maintenant cavalier E3. Donc vous voyez, comme on vous expliquait tout à l'heure, que les blancs ne se pressent pas. Alors il s'est passé une quinzaine de coups depuis les 2 échanges en B5 et F6, et petit à petit, voilà, le cavalier s'est approché. Il n'y a pas de raison de se presser, l'avantage est là et ne peut pas disparaître. C'est pas un avantage dynamique qui pourrait en un coup ou deux ne plus être sur l'échiquier. C'est vraiment un avantage au long cours. Alors, Tari a joué tour C7, son idée visiblement c'est de venir contester la 8e rangée, parce que cette tour A8 est particulièrement embêtante. Cavalier D5, tout le monde s'en doutait, et maintenant sur tour C8, bien sûr, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Tu veux m'échanger sur la 8e rangée, raté, je peux venir maintenant avoir de l'influence sur la 7e. Le problème pour les noirs, c'est que pour pouvoir contester l'action de la tour blanche, ils ont systématiquement besoin de 2 ou 3 coups. Il faut réorganiser à chaque fois les pièces pour pouvoir s'opposer à la tour A7. Pendant ce temps-là, les blancs ne lisent pas le journal et améliorent petit à petit leur position. Ici, il a joué tour B8 et maintenant ce petit coup H3. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Romu ? La suite logique de ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. On voit que Carlsen s'est efforcé donc de pénétrer dans le camp noir sur l'aile dame avec sa tour, c'est ce qu'il a fait. Il presse le pion F7 notamment, qui doit être surveillé par la dame. Donc les pièces noires sont un peu passives et sont contraintes de défendre donc notamment le pion F7. Le cavalier en D5 est magnifique. Il a un œil sur l'aile roi, sur l'aile dame. Il est indélogeable. Bon. C'est le scénario idéal. Mais malgré toutes ces bonnes nouvelles, on voit que la position noire reste quand même solide. Et bien que passive, il n'y a pas encore de moyen de percer de manière décisive la défense des noirs. Donc il s'agit de créer une deuxième faiblesse en ouvrant un deuxième front, donc sur l'aile roi. On a vu tout à l'heure qu'il a préparé de manière assez clair avec G3, Roi G2, et on a dit qu'il espérait peut-être faire quelque chose plus tard sur l'aile roi. C'est le moment. Et l'idée de H3 est donc d'ouvrir l'aile roi avec G4.
quelle est l'idée de G4 ? Après l'échange en G4 qui va être plus ou moins inévitable, la colonne H va s'ouvrir. Et on peut imaginer un scénario où la tour A7 se transfère facilement en H1 avec l'arrivée conjointe de la dame sur cette colonne et tout de suite le roi noir peut se retrouver en grand danger. Le pion G également peut servir pour attaquer s'il s'avance notamment en G5. On verra que les cases F6 et H6 vont être très vulnérables et disponibles pour les cases blanches pour attaquer le roi. Donc H3, c'est la façon typique de réaliser ce type d'avantage. On domine sur une aile, on paralyse les pièces adverses et ensuite on ouvre un deuxième front de l'autre côté pour faire craquer la défense. Voilà, et si on a une bonne technique, en général, ce deuxième front se situe autour du roi adverse, parce que bien sûr, c'est une zone toujours sensible à défendre. Alors après H3, Tari continue de errer sur l'échiquier avec ses pièces. On n'aurait pas fait mieux, on n'est pas en train de se moquer de lui, on est juste en train de constater que depuis qu'il a provoqué cet échange du faux de case blanche notamment, puis depuis l'autre échange en F6, tout simplement il est resté avec des pièces condamnées à la passivité, et là, à mon avis, quel que soit le niveau du joueur avec les noirs, il n'y aura pas de défense. C'est trop tard, on va dire. Donc Carlsen déroule son plan tranquillement, G4, c'est ce que tu nous as expliqué, prise en G4, prise en G4, la tour arrive sur D7. Bon, maintenant vous connaissez le jeu aussi bien que Carlsen, donc toujours ce jeu du chat et de la souris. On conserve évidemment cette tour très utile, et désormais la menace c'est le coup G5, qui pourrait notamment permettre l'entrée d'une pièce, que ce soit la dame ou le cavalier, selon les cas de figure, sur F6. Donc Tari essaie d'éviter ce genre de choses en jouant F6 lui-même, mais maintenant il y a un nouveau problème qui apparaît. Alors ça c'est assez courant lorsqu'on domine stratégiquement une partie. À force de presser l'adversaire, et d'améliorer calmement notre position, la tactique finit par nous être favorable. Alors là, c'est pas de la grande tactique, hein, c'est juste un clouage, mais voilà, c'est logique entre guillemets que celui qui a mieux joué stratégiquement soit récompensé par de la tactique. Donc ici, le coup G5, tout bêtement, évidemment, le pion n'est pas prenable à cause de dame prend F8. Alors il faut sauver ce pion F6, il a décidé de jouer F5, et maintenant, dame H3, c'est le fameux coup dont tu nous avais parlé. Alors on avait évoqué la possibilité de transférer la tour A8 vers H1, via A1, mais avec le support du pion sur G5, on n'a même pas besoin de ça, et le roi se fait attaquer depuis l'aile dame, depuis l'aile roi et depuis le centre. Et on voit quand même que ce cavalier ici sur D5 a été actif tout au long du jeu, en proposant ses services à la fois à l'aile dame et à l'aile roi. Alors ça s'est peut-être pas vu, il n'a pas attaqué précisément un pion ou une pièce, mais il a contrôlé des cases et il a énormément gêné le jeu des noirs. Donc là, maintenant, on s'approche plutôt de la phase tactique, de la phase finale de la partie, et on va pouvoir, comme on vous l'a appris dans la vidéo précédente, vous avez le lien qui apparaît quelque part là en haut, comme on l'avait vu dans cette vidéo, le tandem dame et cavalier est particulièrement fort pour terminer le travail. Donc là, on l'a utilisé de façon stratégique, et maintenant, on va l'utiliser de façon tactique. Donc, un petit peu à la façon d'une tactique du jour, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause quelques instants, essayer de vous demander comment le champion du monde a terminé le travail. Et ensuite, Romu va vous expliquer tout ça. Oui, donc comme tu l'as dit, Laurent, effectivement, lorsqu'on domine stratégiquement, souvent ça se conclut par une tactique. Et là, le moment est arrivé. Et bon, bien évidemment, quand on est champion du monde et qu'on a 2863 Elo, c'est le genre de tactique qu'on rate pas. Surtout si peut-être qu'il regarde les vidéos d'échecs et pédagogie, qui sait au petit-déj. Donc en tout cas, notre ami Magnus Carlsen n'a pas raté le très joli coup tour 8. Alors, quelle est l'idée de tour 8 ? On voit que le pion G5 permet à la dame blanche de pénétrer sur H6 et donc avec échec, et en même temps d'avoir un œil sur le pion G6. On se rend compte que ce pion G6 est défendu par la dame. Donc en jouant tour 8, il attaque la dame qui n'a pas trop le choix, elle doit capturer la tour. Donc elle a été déviée, ouais.
Voilà, elle a été déviée. Et maintenant, le pion G6 est sans protection. Donc, dame H6, échec. Roi G8, dame prend G6. Et on voit que le tandem dame-cavalier va faire des merveilles ici, puisque alors, plusieurs coups sont possibles. Dans la partie, il a choisi roi H8, mais sur fou G7, les blancs ont un échec dévastateur en F6, cavalier F6 qui fait fourchette. Et sur tour prend F6, malheureusement pour les noirs, la dame se retrouve sans protection. Et après, dame prend E8. C'est terminé. Donc dans la partie, il a joué roi H8, mais ça change rien. Ça change absolument rien, puisqu'il a joué cavalier F6 quand même, notre ami Carlsen, et qui attaque la dame et qui menace mat en G8, et Tari a abandonné, puisqu'il ne peut pas tout parer. Non, il ne peut pas tout sauver, il va encore perdre du matériel. Donc, cette partie, finalement, vous démontre que lorsque vous repérez un type d'avantage, il faut avoir à l'esprit avec quel outil et avec quels moyens on pourrait essayer d'en profiter. On pourrait parler par exemple d'un roi au centre. Si mon adversaire a le roi au centre, je vais essayer d'ouvrir les lignes grâce à des leviers de pion et ce genre de choses. Donc retenez, grâce à cette partie de Carlsen et à celles qui vont suivre, que lorsqu'on a repéré quel type d'avantage on pourrait avoir, c'est bien de savoir... pardon, je me répète, mais lorsqu'on a repéré... Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a repéré que l'adversaire avait un mauvais fou et que certaines des cases dans sa structure étaient faibles, alors obtenir le tandem dame-cavalier face au tandem dame-mauvais fou peut être et doit être un de vos réflexes. Donc pour obtenir un tandem déséquilibré, évidemment, il faut passer par un échange particulier et notamment le coup fou prend cavalier peut vous amener à créer ce fameux déséquilibre. Alors passons à notre deuxième exemple. Voilà, on va se mettre du côté des noirs, c'est toujours plus agréable d'être du côté du vainqueur. Alors c'est une partie entre Van Delft et Vladimir Epichine. Ici, qu'est-ce qui pourrait faire penser que les noirs ont l'avantage, Romu ? Alors, tout d'abord, on voit que la première chose qui pourrait attirer l'œil de nos followers, c'est la présence des pions en E6 et E5. Peut-être que certains pensent que les pions, ces pions doublés au centre seraient peut-être plutôt une faiblesse et un problème pour les noirs, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Ces pions sont extrêmement utiles pour les noirs puisqu'ils contrôlent des cases très importantes, les cases D4, F4 et les cases D5 et F5. Donc ces cases sont contrôlées par les noirs et du coup les pièces blanches sont privées de perspective, notamment le cavalier C3 qui ne peut pas entrer dans le camp adverse et le fou B3 qui est aussi un peu emmuré, notamment par le pion E6 mais également par ses propres pions, le pion C2 et le pion A2. De plus, la chose importante à noter est l'affaiblissement des cases noires sur l'aile roi. On voit que, et le roi en général d'ailleurs, les blancs ont avancé leurs pions H3 et G4. Donc tous les pions sont sur case blanche, ce qui affaiblit inévitablement les cases noires, la case H4, la case F4. Donc, pour résumer, quel est l'avantage dans cette position pour les noirs ? C'est l'affaiblissement des cases noires dans le camp blanc. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo l'exemple précédent, il suffit d'éliminer les pièces adverses susceptibles de contrôler les cases affaiblies. Donc, dans cette position précise, les blancs possèdent un fou de case blanche, donc ce fou, il est complètement inutile pour contrôler les cases noires, et le cavalier C3 qui, lui, pourrait faire le job. Donc, naturellement, Epichine s'est efforcé d'éliminer le cavalier C3 par le coup fou B4. Donc, c'est un coup qui pourrait peut-être surprendre parce qu'on se dit, les cases noires, on vient de dire que les cases noires sont affaiblies, donc on serait peut-être tenté de garder ce fou sur l'échiquier. Mais souvent, quand on échange, il faut avoir en tête que la chose principale à retenir est que le plus important n'est pas ce qui disparaît, mais ce qui reste sur l'échiquier. Or, ce qu'il va rester, c'est le cavalier en F6 qui va pouvoir manœuvrer un peu comme il le souhaite sur tout l'échiquier pour exploiter les cases noires. Et les blancs vont en rester avec leur fou B3 qui est un peu emmuré et loin des opérations. Et bien évidemment, l'apparition du tandem dame-cavalier qui, comme on le sait maintenant depuis quelques temps, plutôt un tandem favorable par rapport aux dames mauvais fou.
Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est pas évident ça à comprendre. Mon adversaire est faible sur les cases noires, j'échange mon fou de cases noires. Vraiment, ça peut surprendre, comme tu l'as très bien dit, mais voilà. L'essentiel, c'est de faire en sorte que l'adversaire ne puisse plus défendre ses faiblesses. Lorsqu'on a repéré une faiblesse dans le camp adverse, très souvent, la première étape, c'est pas de l'attaquer, c'est de supprimer le dernier défenseur ou les derniers défenseurs. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Les joueurs d'échecs les plus forts ne sont peut-être pas les plus courageux, ils préfèrent attaquer ce qui ne peut pas être défendu. Alors, voyons ce qui s'est passé. On va pas se faire que des amis avec des phrases comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc, si Van Delft avait cherché à éviter la stratégie de son adversaire, c'est-à-dire s'il avait enlevé le cavalier, qu'est-ce qui se serait passé? On peut tout d'abord penser au coup cavalier A4 qui attaque la dame. Bon, cavalier au bord ne sera pas génial, mais on se rend compte qu'après dame C6, il y a de gros problèmes qui commencent à arriver au niveau du pion E4. Et d'autre part, les noirs sont prêts à jouer B5 et à renvoyer le cavalier de toute façon sur la case C3. Donc ça aurait été un coup pour rien. La deuxième option pour ce cavalier, c'est de venir sur D1. Mais maintenant, il y a une petite tactique assez naturelle du fait de la coupure de connexion entre la tour A1 et la tour D1. La dame E4 se retrouve obligée de défendre à la fois la tour et le pion sur... la dame E2, pardon, doit défendre la tour F1 et le pion E4. Donc ici, cavalier prend E4, c'est une simple exploitation de la surcharge de la dame, pas très difficile. Donc après fou B4, on n'a pas le choix. Avec les blancs, on doit accepter notre sort. Il a choisi tour F3, pardon, Tour F3. fou prend C3, tour prend C3, tour prend C3, pion prend C3. Donc ici, non seulement les noirs ont obtenu le fameux tandem favorable dame et cavalier face à une dame et un fou. Bon, on peut pas dire qu'il soit aussi mauvais que le fou dans l'exemple précédent, mais voilà, le mauvais fou, c'est pas forcément celui qui est à l'intérieur de sa chaîne de pions et gêné par ses propres pions. Le mauvais fou, c'est celui qui ne sert à rien, quoi. Voilà, parfois, il peut être sur une diagonale ouverte, mais qui n'a absolument aucune influence sur la partie. Ici, c'est exactement le cas du fou B3. Donc, non seulement on a ce tandem, mais en plus, il y a une structure absolument horrible chez les blancs que les noirs vont pouvoir attaquer petit à petit. Donc ici, cavalier D7 libère l'action de la tour pour menacer d'entrer dans le camp de l'adversaire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, avec les noirs, on va manœuvrer notre cavalier. On est un peu dans la même phase que dans la partie précédente, dans le fragment de partie précédent, celui de Carlsen, où Carlsen avait manœuvré le cavalier d'F3 vers D2, puis vers C4, vers E3. Ici, c'est pareil, on a le temps, on va dire, d'exploiter notre avantage et d'améliorer petit à petit la position des pièces. Bon, tour F1 est quasi forcé, tour prend F1, dame prend F1, on est exactement dans le tandem, et on va pouvoir commencer l'attaque de la faiblesse principale, finalement, hein, c'est ça? Ouais, le pion E4 se retrouve dans le viseur des pièces noires, et le fou B3 est complètement hors jeu. Il va être complètement impuissant face à l'attaque, il ne peut pas le défendre, ce pion, et il est coincé sur l'aile dame. Donc l'action conjuguée de la dame et du cavalier sur le pion E4, mais aussi on va voir sur le roi, qui est quand même relativement faible puisque les pions H et G se sont avancés, va s'avérer complètement décisif puisque les noirs se sont imposés assez facilement. Là, je crois qu'il a joué dame C4, qui est coup normal pour défendre le pion. Et maintenant, les noirs essaient d'exploiter la deuxième faiblesse qui est le roi. Donc en jouant dame D6, on prend en possession de la colonne ouverte et on essaie de rentrer dans le camp adverse pour commencer à viser le roi. Il a joué roi G1. Ouais, il a joué roi G1. Pour ceux qui se demandent ce qui se passerait sur dame E2 par exemple, pour éviter justement les entrées de la dame noire sur D2 ou sur D1, ici on aurait tranquillement le coup dame C6 et le pion E4 serait perdu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que après cavalier C5, on attaque une première faiblesse, il vient la défendre, on attaque la deuxième faiblesse qui est le roi, et s'il vient défendre le roi, on revient sur la première faiblesse. Donc vous voyez, c'est un peu un jeu de ping-pong, on attaque une faiblesse puis l'autre, et la grande différence entre le camp qui a l'avantage, quel que soit l'avantage finalement, et le camp qui défend, c'est que le camp qui a l'avantage, généralement, a plus de mobilité et peut plus facilement passer d'une cible à l'autre. Et forcément, quand on défend, on a moins de mobilité, donc c'est plus difficile. C'est pour ça que ça se raque à chaque fois.
Là, c'est comme si les noirs avaient 2 pièces pour attaquer, tandis que les blancs en ont qu'une, en fait, puisque le fou B3 est complètement impuissant, hors jeu et spectateur. Donc là, c'est sans surprise que les noirs ont gagné rapidement cette partie. Roi G1, Dame D1, il commence à rentrer dans le camp, Dame D2, Roi F1, et là, le coup que j'aime bien, Dame E3. Puisque défend déjà le cavalier C5, on voit la parfaite harmonie entre les 2 pièces du tandem Dame-Cavalier et le pion E4 qui est attaqué, qui est indéfendable. Et c'est pire qu'un pion de moins pour les blancs, c'est qu'après l'arrivée du cavalier sur E4, le roi va se faire rapidement mater. Et d'ailleurs, le joueur néerlandais a abandonné dans cette position qui est complètement sans espoir. Il n'y a aucun contre-jeu, il y a juste les yeux pour pleurer. Tout s'écroule. Une fois que le cavalier arrive sur E4, toutes les cases noires vont être aux mains des noirs. Et évidemment, ce sera terminé. On vous a déjà expliqué dans la vidéo sur l'exploitation tactique. On essaie avec la dame et le cavalier de travailler sur la couleur opposée à celle du fou. Donc on essaie d'attaquer les cases noires. Parfait. Alors, on aurait pu s'arrêter là, mais on va se faire un petit plaisir. Enfin, vous allez vous faire un petit plaisir. Pour moi, ça va plutôt être un mauvais souvenir, puisqu'on va étudier une des parties que j'ai perdues il y a quelques années. Oui, ça commence à dater quand même, en 2006, face au top grand maître Arkady Naiditch. Donc c'est une partie qui s'est disputée à l'occasion du top 16 ou top 12, je sais pas comment, ça a changé plusieurs fois de nom, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Et donc j'ai beaucoup souffert dans cette partie face à Naiditch, mais comme souvent quand on souffre beaucoup, c'est qu'on apprend beaucoup aussi, donc on va voir le côté positif des choses. Faisons déjà le bilan de cette position. On voit qu'on est à la sortie de l'ouverture, au début du milieu de jeu. On peut appeler ça comme on veut. On reconnaît les contours d'une Najdorf, mais d'une Najdorf qui s'est pas très bien passée pour les noirs, on va dire. Qu'est-ce qu'on voit dans cette situation ? Il y a notamment une grosse faiblesse ici en D5. C'est la faiblesse thématique de la Najdorf, donc c'est pas une grande surprise lorsqu'on joue la Najdorf que la case D5 soit faible. Mais ce qui ne va pas pour les noirs, c'est que les blancs vont pouvoir s'installer sur cette case beaucoup plus facilement qu'ils ne l'auraient dû. L'autre élément, comme toujours dans la Najdorf, c'est que le pion D6 est un pion aéré relativement faible, qui normalement est soutenu par un fou en E7 et soutenu solidement. La catastrophe ici, c'est que pour X ou Y raison, j'ai été obligé de transférer mon fou de E7 à G7, notamment pour défendre mon roi que j'avais affaibli de façon un petit peu idiote. Et donc il y a beaucoup de nuages qui s'amoncellent au-dessus de la tête des noirs. Et ce qui est le plus intéressant, c'est pas de dire que les noirs ont mal joué, c'est de voir comment un top joueur exploite ce type d'avantage. Alors ici, il est venu mettre son fou sur D5, c'est logique, il souhaite que certains échanges se déroulent sur cette case D5. On écarte évidemment un coup comme fou prend E6, qui, bien qu'échangeant les pièces qu'on souhaite échanger, permettrait aux noirs de résoudre une grande partie, voire quasiment la totalité de leurs problèmes, avec la reprise par le pion. Il n'y aurait plus d'avant-poste en D5, il n'y aurait plus de case forte en D5, pardon, et ça n'irait pas. Donc fou D5, ce fou est insupportable, donc je l'ai échangé, mais avec une petite idée derrière la tête, c'est que suite à cavalier prend D5, tour prend D5, cavalier A4, on attaque simultanément le pion B2 et le pion C2. Il semble que les blancs soient obligés de jouer B3, et maintenant cavalier C3. Alors, je ne sais pas si j'étais très fier de moi à l'époque, c'est trop vieux pour que je m'en souvienne, mais en tout cas, je peux comprendre qu'à l'époque, j'ai été intéressé par j'ai pensé pouvoir me sauver par cette manœuvre de cavalier, mais Romu, tu as une mauvaise surprise pour moi, ou pour le mois d'il y a 15 ans. Je suis vraiment désolé. Donc effectivement, cavalier C3, c'est en apparence très bien vu, puisque ton idée, donc, c'est de déloger la tour D5, et si la tour s'en va, tu es prêt à jouer D5, j'imagine, pour te libérer et résoudre tous les problèmes, puisque après D5, si les blancs capturent en D5, on peut envisager des coups comme E4.
qui ouvrirait la belle diagonale du fou G7 avec la tour 1 dans le viseur et avec beaucoup de contre-jeux. On sent que la position noire est extrêmement active et peut-être que même t'es même plus que bien, t'es peut-être mieux déjà ici. Peut-être mieux, ouais, c'est ça. Ça nous rappelle d'ailleurs que ce coup D5, c'est un coup tout à fait typique de la sicilienne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre playlist sur comprendre la sicilienne. Voilà, vous aurez au moins une vidéo sur cette notion de la bataille du centre et du coup D5 en particulier. Bon, alors, quelle a été la mauvaise surprise? Alors, le problème, c'est que Najdic est quand même, comme tu l'as dit, un top joueur et il calcule, une de ses qualités d'ailleurs principales, c'est qu'il calcule extrêmement bien et très vite. Et il a vu la petite astuce tactique qui lui permet d'obtenir le fameux tandem dame-cavalier contre dame et mauvais fou. Et dans lequel après auquel tu vas malheureusement souffrir. Et donc il a joué le coup fou B6. Ouais, donc très belle astuce tactique. Donc on voit encore un exemple de la tactique au service de la stratégie. Tout à fait. Et grâce à ce coup, donc les blancs attaquent la dame. Le fou doit être pris puisque pas le choix, il y a la tour D8. Il y a la tour D8 derrière. Donc après dame prend B6, ce que tu as joué, les blancs prennent le cavalier en C3. Et grâce à cette donc petite astuce tactique, les blancs ont réussi à transformer la position et le rapport matériel à leur avantage puisqu'ils ont obtenu le scénario rêvé dame cavalier contre dame et mauvais fou. La case D5 affaiblie, le pion D6 arriéré. Bon, même pour toi Laurent, ça va être difficile de sauver cette position, surtout contre un joueur du calibre de Najdic. Et c'est intéressant de voir. Difficile, hein. C'est vraiment une position. Face à un joueur de ce niveau, de toute façon, on sait que c'est sans espoir, ce serait idiot. Si c'était vraiment sans espoir, il vaudrait mieux abandonner que continuer sans raison. Mais voilà, sauf grande catastrophe et erreur énorme de la part des blancs, les noirs n'ont plus leur destin entre les mains, quoi. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Si les blancs ne se pressent pas et voilà, utilisent la technique de gagner des cases petit à petit, d'améliorer leur position et d'éviter le contre-jeu adverse. Avec les noirs, on est spectateur de notre propre défaite, on va dire. Oui, c'est de la souffrance gratuite. Tu vas le regarder améliorer les pièces et toi, tu vas espérer un miracle. D'ailleurs, ça va expliquer un coup horrible qui va être joué par la suite, mais qui est joué par désespoir, entre guillemets. Alors, allons voir comment ça s'est passé. Tour C8, dame D3. H5 pour essayer quand même d'avoir un pion supplémentaire sur case blanche, essayer de redonner un petit peu de vie à ce fou. Le seul moyen dans ce type de position sans espoir de réveiller le fou, c'est de passer par la case H6. Donc H5, on peut appeler ça un affaiblissement, mais de notre côté, on cherche à réveiller un petit peu le fou. Bien sûr, après C4, il n'y a plus de contre-jeu le long de la colonne C. Tour C5, tour D1. Évidemment, ici, il est hors de question de prendre avec un pion. Hein. On veut garder la case D5 disponible pour notre cavalier, notamment pour notre cavalier. Dame C7 protège le pion F7. Et le cavalier, petit à petit, commence à s'approcher de la zone intéressante. Alors, lorsqu'on a une mauvaise position, souvent, on n'a pas qu'un seul problème. Ici, le fou est mauvais, la structure est mauvaise, les pièces sont passives. Et il faut en plus vérifier les mini-tactiques, on va dire. Ici, il y a le coup C5 qui peut arriver pour essayer d'exploiter le cloage. Donc, j'ai joué B6. Que ce soit bon ou mauvais, de toute façon, ça changera pas grand-chose, on va dire. Il a joué H4 pour fixer la structure à l'aile roi. Mais là, excuse-moi Laurent, mais c'est assez instructif encore une fois de voir comme il ne se presse pas. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de Carlsen avec son G3 et roi G2. Là, c'est un peu le même scénario. Il joue H4, il continue par G3. Vous voyez que il ne se presse pas, il renforce sa position, il gratte case par case. Et il empêche l'activation de ton fou éventuellement sur G5. Enfin, il essaye de t'étouffer complètement et de te priver même pas de contre-jeu, mais de tout espoir de contre-jeu, je dirais. Ouais, c'est ça. Donc ici, le scénario est déjà écrit. Les blancs vont retirer leur dame de la case D5, y installer leur cavalier, et on vous refait pas le film. On va ensuite, grâce à ce cavalier, avoir des possibilités de jeu
des perspectives de jeu à l'aile dame, peut-être A4 A5 pour créer des faiblesses, ou peut-être B4 B5 et essayer de gagner la case C6. Il y a énormément de possibilités, mais on a aussi des perspectives de jeu à l'aile roi, avec notamment le levier G4 qui, s'il a été bien préparé, pourrait être vraiment décisif. Donc plutôt que de mourir lentement et sûrement, j'ai préféré mourir de façon un peu plus directe, histoire d'aller noyer mon chagrin peut-être, je sais pas. Toujours est-il qu'ici j'ai joué G5. Bon, je pense, ou plutôt j'espère qu'à l'époque j'avais bien conscience de ce que je faisais, c'est-à-dire que je mettais fin à la partie par ce coup, qui ne fait que des faiblesses autour du roi noir, et qui laisse tout simplement, qui accélère la défaite, on va dire. Bon, ne faites pas ça chez vous. Si vous êtes désespéré et que vous pensez ne pas pouvoir sauver la partie, abandonnez. Voilà, ça sert à rien de continuer pour rien, ça sert à rien de faire un mauvais coup volontairement. Si on continue une partie, c'est parce qu'il y a encore un infime espoir. S'il n'y a plus d'espoir, on s'arrête et on passe à autre chose. Donc ne faites pas des choses comme ça. Alors comment est-ce qu'on exploite un tel mauvais coup ? Maintenant que la porte est ouverte, il suffit d'y aller, on va dire. Donc dame D3, G prend H4, dame F3. C'est pas une surprise que les blancs viennent attaquer sur les cases blanches, vous savez ça. Lorsqu'on a le tandem dame cavalier face au tandem dame et fou, si le fou est mauvais ou si on a un quelconque avantage et que ce tandem dame cavalier est un outil pour exploiter notre avantage, ça va probablement se faire sur la couleur opposée à celle du fou. Donc on attaque les cases blanches. Fou G5, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais ça a été joué. Dame prend H5 échec, fou H6, et le cavalier arrive. Une fois qu'il sera sur F5, ce sera absolument terminé. Il attaque toutes les faiblesses. Bon, ce serait possible de continuer, mais ça n'a pas été mon cas. J'ai préféré arrêter là les frais. Donc Romu, finalement, pour résumer cette vidéo, pour résumer ces 3 exemples qu'on espère instructifs, comment ça doit se passer dans la tête d'un joueur lorsqu'il repère ce type d'avantage? Donc, quand on repère un type d'avantage lié à la structure de pion, comme c'était le cas dans les trois exemples, il faut essayer de procéder aux échanges qui nous permettent d'obtenir le tandem qui va être utile et nécessaire pour contrôler les cases affaiblies par la structure de pion. Donc, c'est ce qu'on a vu notamment dans la partie de Carlsen avec l'échange du fou de case blanche et du cavalier en F6. Ce qu'on a vu dans ta partie également avec Najdic, avec le superbe coup tactique fou B6 qui a permis de transformer la position et d'obtenir le tandem, ou avec Van Delft, plutôt Epichin contre Van Delft, avec fou B4 prend C3 qui a permis d'obtenir le bon tandem favorable. Donc pensez encore une fois, lorsque vous repérez une faiblesse dans le camp de l'adversaire, de vous dire quelle est la pièce que je dois garder, quelle est la pièce que je dois échanger, et toujours avoir en tête de l'importance des pièces qui restent et non pas les pièces qui disparaissent. Notamment, je pense au deuxième exemple, la partie d'Epichin, où il a fait fou B4 prend C3. On vous a dit, on avait noté que les cases noires notamment étaient faibles. On aurait pu être tenté de garder le fou qui contrôle ces cases affaiblies. Et en fait, la solution venait passer par l'échange de ce fou. Donc ça peut paraître paradoxal, mais encore une fois, l'important c'est les pièces qui restent. Et si il vous reste un rapport matériel qui vous est favorable, alors l'échange est tout indiqué et n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, une fois que vous obtenez ce tandem favorable, ne vous pressez pas, renforcez votre position, tournez. Normalement, si on a le bon tandem, ça veut dire qu'on a une meilleure mobilité pour nos pièces. Donc, utilisez cette mobilité pour manœuvrer, prévenir le contre-jeu de l'adversaire, renforcer votre position, améliorer chacune de vos pièces sans se presser. Il vaut mieux gagner de manière sûre en 70 coups qu'essayer de gagner en 40 et se précipiter et donner du contre-jeu inutilement à l'adversaire. Donc voilà, parfait. Je pense que c'est un très bon résumé. Les conseils qu'on peut donner dans ce type de situation. Très bon résumé, merci Romu.
Si vous vous rendez compte que dans l'une de vos parties ou dans certaines de vos parties, vous avez croisé ce genre de tandem ou ce genre de situation et que vous vous demandez si vous avez bien traité ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail ou en dessous de cette vidéo dans les commentaires. On se fera un plaisir d'analyser certaines des parties des followers, voilà, si elles peuvent illustrer certaines de nos vidéos. On espère que vous êtes abonné à notre chaîne pour recevoir ces leçons, ces cours en ligne. On espère aussi que vous likerez cette vidéo pour nous montrer que vous appréciez notre travail. Nous, c'est le seul moyen qu'on a de juger si vous avez apprécié nos vidéos. Donc, merci de laisser des commentaires et de liker les vidéos. On vous dit à très vite pour de nouvelles leçons stratégiques. Au revoir.